Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Politique, votre rendez-vous du week-end, un numéro consacré à la crise migratoire, sujet de discorde au sein de l'Union européenne. Entre la France et l'Italie, la tension est à son comble après l'affaire de l'Océan Viking, un drame qui a défrayé la chronique et un scénario qui risque de se répéter pour longtemps puisque le problème n'est pas résolu à sa source. Des océans Viking, il y en aura certainement d'autres et c'est cette déferlante migratoire qui fait le plus peur à l'Europe et menace son intégrité, surtout avec la montée de l'extrême droite en Europe. Va-t-on vers un durcissement des lois pour freiner les flux migratoires? Va-t-on vers des mesures plus humaines visant à la protection de ces migrants? Et puis dans tout cela, qui porte la responsabilité d'une telle situation, si ce n'est les puissants de ce monde, habitués ou créant des foyers de tension dans les pays d'origine, rendant ainsi tout semblant de vie impossible, sans verser bien sûr dans la victimisation. L'heure est aux solutions, comme le dicte le bon sens. Pour en débattre ce soir avec nous, nous accueillons M. Badis Renissa, expert des relations internationales, mais également président du think tank Émergence. Il est avec nous par Skype depuis Paris. M. Badis Renissa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également M. Prince Koya, docteur-chercheur en sciences politiques et spécialiste, entre autres, de l'Afrique. Il est avec nous par Skype également depuis Paris. M. Prince Koya, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les migrants, de nouveau, au cœur des préoccupations européennes à Bruxelles. Un plan d'action a été élaboré par la Commission européenne, aujourd'hui comportant 20 mesures pour faire face à la situation. Est-ce qu'un plan d'action est suffisant, M. Badis Renissa, pour endiguer le phénomène, si on peut l'appeler ainsi ? Écoutez, tout d'abord, il faut peut-être recontextualiser, je dirais même, la situation. D'abord, relativiser en matière de chiffres, et les chiffres sont têtus. Nous parlons, selon Frontex, l'agence spécialisée en matière de gestion frontalière, on parle de 280 000 migrants en situation irrégulière enregistrés en 2022 versus quasiment 3 millions qui sont rentrés sur le territoire européen en situation régulière. On est très loin, très très loin d'ailleurs, des chiffres de 1 million en 2015-2016. Ceci étant, effectivement, vous l'avez si bien dit en introduction, je dirais qu'aujourd'hui la politique migratoire s'essouffle au même rythme d'ailleurs que, je dirais, l'Union européenne ou l'Union des États membres européens qui s'effrite de jour en jour effectivement par plusieurs facteurs, notamment conjoncturels, structurels, mais surtout aujourd'hui, sont en train de vivre effectivement l'émergence de certaines gouvernances d'extrême droite qui finalement sont en totale opposition avec ce qui a été fait à ce jour en matière de politique migratoire, mais surtout de plan d'action. Je reviens au plan d'action effectivement avec une vingtaine de mesures, mais c'est un peu à effet placebo si vous voulez, puisque la solution est d'abord européenne, ce qui est pour moi totalement une aberration puisqu'il y a des solutions à mettre en place bilatérales avec les pays pourvoyeurs de ces migrants, mais aussi faut peut-être refaire un bilan sur certains, comme par exemple le pacte, je dirais, migration et asile, qui effectivement est resté aux oubliettes et qui a été, avec certains textes législatifs, qui sont d'ailleurs du bis repetita par rapport à ce plan d'action que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, je pense que, encore une fois, la solution est ailleurs, la solution, il faut la prendre à bras le corps, mais toujours est-il, il faut d'abord faire converger les vues, faire converger aussi les luttes en matière d'investissement, en matière aussi d'apport, d'accompagnement. Et je pense qu'on en parlera un peu plus sur les causes, parce qu'il y a une causalité Absolument, mécanique oui. à tout cela. Oui. Mais encore une fois, à mon sens, c'est cette réunion, en tout cas, des ministres de l'Intérieur et ce plan d'action ne vient qu'accroître, encore une fois, cette divergence qui est aujourd'hui plus que palpable. On a vu cette crise diplomatique entre Rome et Paris à cause de l'Ocean Viking, mais comme vous l'avez dit, on en aura d'autres vu qu'aujourd'hui la mer est un peu agitée et une fois qu'il y a une accalmie, on verra certainement une redynamisation, encore une fois, de ces flux migratoires vers l'Europe. Oui, absolument. Vous le faites bien de le dire, Monsieur Renissa. Justement, c'est ça qui est à craindre essentiellement également pour l'Europe. Monsieur Prince Koya, alors, l'immigration clandestine a des origines, elle a des causes, elle a des répercussions. Quelle est la chaîne qui a été rompue pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation ?
Oui, donc je vous remercie. Alors, les émigrations, notamment d'Asie et d'Afrique vers l'Europe, ont des causes, et donc c'est ce qu'on appelle donc les facteurs, n'est-ce pas, de répulsion à l'origine des flux migratoires. Donc, il faut constater que la migration a toujours marqué l'histoire des peuples, hein. On a migré d'Europe vers l'Afrique depuis toujours, hein, ce qui a donné l'ère coloniale à l'époque. On a migré d'Afrique vers l'Europe, on a migré d'Europe vers l'Asie et vice-versa. Donc les migrations ont toujours été d'un peuple vers l'autre. Seulement que on assiste à quelque chose d'assez inédit, hein, quand même depuis 2012, faut le dire, entre l'Afrique et l'Europe, et notamment entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. 2012 marque quoi? 2012 marque la chute quelque part de Muammar Kadhafi. 2012 est aussi l'aboutissement des effets finalement des interventions mal préparées des États-Unis, de la Grande-Bretagne en Irak et donc dans certains pays du Moyen-Orient. Mais 2012 marque effectivement la chute en octobre 2011 de Kadhafi. Pourquoi cet élément est important à signaler? Il faut savoir que pour maîtriser les mers et les océans, l'Union européenne s'était attachée les services de ce qu'on peut appeler des cerbères, des gardiens de la mer. Il y avait la Turquie d'un côté et il y avait la Libye, la Turquie du côté de la Méditerranée orientale et la Libye du côté de la Méditerranée centrale, qui devaient constituer les gardiens, hein, des frontières maritimes européennes qui voulaient se prémunir un peu contre les migrations illégales. De l'argent en forme d'aide publique au développement était versé à ces pays-là pour qu'ils puissent retenir, hein, chez eux sur le territoire, notamment des migrants venant de Syrie, d'Irak, notamment pour la Turquie, et des migrants pour l'essentiel venant d'Afrique subsaharienne en Libye. Malheureusement, lorsque Kadhafi décède, la Libye devient un État implosé. Est assassiné plutôt, hein. Ah, il est assassiné, oui, il faut le dire. Effectivement, vous avez raison, lorsqu'il est assassiné, la Libye devient un État implosé. Il est encore un État implosé. Donc, on voulait imposer le droit, la justice dans le pays, hein, sous prétexte donc de l'opération de l'OTAN. On a affaire à un État totalement liquéfié, totalement défait. Donc, aujourd'hui, la Libye est une sorte de no man's land, où toutes les migrations venant du Yémen, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne arrivent parfois par la Libye. Transitent par la Libye. Ils sont là, ils sont parfois même esclavagisés, ils sont utilisés comme des marchandises par ceux qu'on appelle les passeurs aujourd'hui. Et donc la Libye ne peut plus jouer ce rôle de cerbère. C'est la même chose pour la Turquie, qui avait signé un accord en 2014 avec l'UE, mais qui utilise effectivement les migrants comme un moyen de chantage pour les Européens. Donc, l'une des causes, c'est quand même la déstabilisation de ces États côtiers qui étaient quelque part souverains, responsables, qui pouvaient encore maîtriser leurs frontières, notamment la Libye, qui n'existe pas aujourd'hui. Et de l'autre, c'est quelque part la paupérisation, n'est-ce pas, des populations dans leur pays d'origine, qui est une question effectivement profonde à régler, parce que la paupérisation de ces peuples a elle aussi une cause, a elle aussi des origines. Donc, c'est peut-être des points sur lesquels on pourrait revenir tout à l'heure. Oui, absolument. Justement, vous me tendez la perche, et puis aussi, c'est une question que je devais poser et que je voulais absolument poser, parce que nous le savons tous, M. Badis Nissa, qu'avec l'assassinat de Kadhafi, la Libye n'étant plus ce qu'elle était, c'est-à-dire une sorte de paravent, étant donné que tous les migrants versaient un peu en Libye et qu'elle jouait un petit peu ce rôle de gardien pour éviter ce flux qu'on remarque aujourd'hui sur les pays de la rive sud de l'Europe. Alors aujourd'hui qu'il n'y a plus la Libye, justement, quel est le rôle de Frontex? On y parle très peu. Frontex qui était censé justement plus ou moins mettre un terme à ce flux, à ce que ces migrants n'arrivent à port. Mais encore une fois, il s'agit de volonté politique, mais surtout d'accompagnement. On a évoqué cette causalité mécanique, effectivement, qui, pour ma part, se résume en deux facteurs principaux. Le premier, effectivement, c'est les conflits, en tout cas la situation conflictuelle des pays pourvoyeurs de ces migrants. Donc il faut effectivement une politique sécuritaire d'accompagnement à des échelles plus ou moins élevées en matière de l'Union européenne, mais également des Nations Unies, pour qu'on puisse effectivement aller vers cette stabilisation de ces pays. Le deuxième facteur, et non des moindres, bien évidemment, c'est la situation socio-économique de ces populations qui, effectivement, en recherche de jours meilleurs ou de destins meilleurs, voguent vers d'autres pays.
notamment occidentaux, via des passeurs effectivement qui usent et abusent de ces personnes. Donc nous avons deux axes de flux migratoires principalement. C'est la Méditerranée bien évidemment, mais aussi avec une forte augmentation de plus de 59% quand même l'année dernière, via les pays des Balkans pour des situations bien évidemment peut-être d'opportunisme, je dirais, via de la déstabilisation, la crise en Ukraine et autres. Donc, mais encore une fois, Frontex aujourd'hui a un peu les poings et les mains liés, si vous voulez, puisque elle ne jouit pas effectivement de cette aura, cette dynamique qui devrait être en adéquation avec effectivement les enjeux, puisque nous sommes en train de parler aussi d'enjeux sécuritaires, puisque dans ce flux migratoire, et c'est là où le bas blesse pour l'Union européenne et pour les pays occidentaux, c'est d'avoir des espèces d'infiltration de membres terroristes qui nuirait peut-être in fine à la sécurité, à la sûreté de ces pays-là. Donc il y a cette réticence effectivement, mais en même temps, vous avez, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, cette divergence idéologique de certains pays comme l'Italie, mais entre autres, puisque on a plusieurs pays même qui ne sont pas forcément, je dirais, étiquetés extrême droite, mais qui effectivement ont cette espèce d'exigence, de politique migratoire beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus exigeante, voire même parfois coercitive, puisqu'en fait, elle s'ingère dans effectivement le travail des ONG, où aujourd'hui, vous savez, les ONG, c'est un peu la solution facile, effectivement. On préfère limiter leur champ d'action afin de un peu cacher la misère, cacher un peu les flux migratoires et les laisser peut-être périr en mer que de les avoir sous les projecteurs. Nous avons vu l'Ocean Viking et ses résultats, notamment en matière de crise diplomatique. Mais encore une fois, je me répète peut-être, mais il faut mettre cette volonté politique, il faut impliquer tous les protagonistes en matière, que ce soit d'ailleurs Sud-Méditerranée, avec peut-être un investissement considérable, mais qui reste encore à un bilan timoré. Et là, j'entends par là ce plan d'action appelé solidarité volontaire. Je rappelle aujourd'hui sur le papier, c'est un bilan qui reste insatisfaisant et largement loin des attentes. Et c'était d'ailleurs un plan initié par la France à l'époque. Mais encore une fois, si vous voulez, ces dispositifs aujourd'hui ne répondent pas véritablement à cette problématique qui est encore une fois cette stabilisation, cette quête de stabilisation de ces pays et d'accompagnement au droit au développement durable. Et j'ajoute un point, si vous me permettez également, le fameux droit international, puisqu'aujourd'hui, l'Italie a l'air de comprendre que ce droit international est un menu à la carte. Or, c'est faux, parce qu'il y a un droit international qui régit effectivement ces flux migratoires, dans un élan bien évidemment de solidarité, mais à terme, bien évidemment, on ne peut pas pour autant obliger ces pays-là à, comme disait un certain président précédent français, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais en même temps, il y a des drames et des tragédies qui se dessinent de jour en jour. Et d'ailleurs, on n'en est pas aux dernières, puisque l'Ocean Viking n'est que, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Je ne peux pas m'empêcher, Monsieur Badistre-Nissa, de dire que on ne peut pas peut-être accueillir toute la misère du monde, mais on peut la créer, au fait, parce que de toute façon, ces gens-là viennent d'un pays de misère où elle a été créée artificiellement. Ces gens n'ont jamais eu droit au développement dans leur pays pour pouvoir effectivement s'épanouir et y vivre en paix, alors que leurs richesses ont été exploitées en long et en large. Justement, monsieur, oui. Un petit verbatim. Au fait, quand j'évoque cette citation, c'est pour dire la perception des pays européens. Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je parle d'accompagnement au droit au développement. Absolument. Oui, vous l'avez absolument signalé. Donc après l'Italie, la Grèce appelle l'Union européenne à l'aide. La Grèce qui vient justement pas plus tard qu'hier de secourir près de 483 migrants près de ses côtes. Les pays du sud de l'Europe ne veulent plus porter le fardeau seuls. Alors, selon vous, surtout avec la montée de l'extrême droite, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Badistre-Nissa, M. Prince Koya, est-ce que vous ne pensez pas que ce sujet, qui est un sujet de discorde au sein de l'Union européenne, risque un peu de faire exploser ou de diviser cet espace Schengen qui n'est pas aussi harmonieux qu'on voudrait peut-être le faire paraître? Oui, évidemment. Écoutez, en décembre 2021-2020, quand je sortais mon livre, et dans mon livre, j'ai développé une théorie que j'appelais l'interdépendance socio-politique et institutionnelle. De quoi est-ce que je parlais? Pour moi, je parlais de la crise de l'impérialisme occidental en Afrique. Je partais de quoi? Il s'agissait en fait de dire que si tous les appels formulés vis-à-vis des pays européens à cesser les interventions déstabilisatrices
l'exploitation économique, commerciale, monétaire des pays africains n'était pas entendue, en réalité, les flux migratoires pourraient constituer finalement un moyen de pression inédit sur eux pour qu'ils puissent revoir leur politique d'inféodation et d'exploitation menée jusque-là dans les pays africains. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il faut voir depuis 2014. Depuis 2014, l'institution européenne a été chamboulée, bousculée par les flux migratoires. On ne s'en est pas rendu compte malheureusement. En 2014, le Brexit. 2016, la date officielle du Brexit. Deux arguments, pour ne pas dire un argument essentiel est invoqué par la Grande-Bretagne pour sortir, donc pour faire exploser l'institution de l'Union européenne. La première fois menacée et bouleversée par la question de la migration. UKIP, le parti indépendantiste britannique qui a milité pour le Brexit, a axé sa campagne politique anti-Brexit sur la question des vagues migratoires. Nous allons crouler sous le poids de la migration à cause de Schengen, à cause de l'espace européen. Sortons de l'Union européenne. Voici les slogans qui étaient là. Et grâce à ce slogan, UKIP est parvenu à surfer donc sur les vagues migratoires du début des années 2010 pour acquérir le Brexit. Voici le premier échec, sinon la première implosion de l'Union européenne due aux vagues migratoires. L'élection de Donald Trump, même si les États-Unis ne sont pas un pays européen, ça reste un pays occidental. On n'en a pas pris garde, mais dans la même veine, Donald Trump a axé sa politique et son accession au pouvoir sur le thème essentiel de l'immigration et du fait de pouvoir ramener l'Amérique au premier plan, avec le thème de l'immigration, notamment son fameux mur avec le Mexique. Depuis longtemps, l'immigration fait partie aujourd'hui des offres politiques proposées en Europe et dans le monde occidental. Et enfin, on l'a vu, l'AfD en Allemagne est devenu le premier, sinon le deuxième parti politique allemand sur la base de l'immigration anti-musulman, anti-islam. On l'a vu avec le mouvement 5 étoiles en Italie, on a vu avec l'accession au pouvoir de Giorgia Meloni, on a vu avec le RN, le Rassemblement national en France, qui est le premier parti d'opposition en France, et tous ces partis se sont construits sur la rhétorique anti-immigration. Je finis avec le parti de Viktor Orban. Viktor Orban dit que la Hongrie est un pays catholique, composé à 80% des catholiques. Il ne veut pas de musulmans arabes qui viennent des Balkans, et ce sont ses propres mots. Et depuis 2016, il le martèle. Il a même fait construire un mur à sa frontière. Donc ce n'est même pas un thème nouveau qui suscite la méfiance de la part des pays européens. L'immigration est depuis la fin des années 2010, le début des années 2010, comme je vous l'ai dit, un thème central utilisé par ce qu'on appelle les partis d'extrême droite et même d'extrême gauche aujourd'hui. Parce que l'extrême gauche argumente également que les ouvriers, la petite classe européenne, est menacée par les vagues migratoires. Je finis par dire que la migration deviendra et s'imposera plus que jamais comme un thème politique. Pourquoi? Parce que les migrants sont considérés comme des menaces contre des valeurs centrales de ces États. Et ces valeurs centrales-là, c'est quoi? C'est la sécurité pour eux, et je cite, la sécurité, parce que le migrant est vu comme quelqu'un qui menace la sécurité dans ces pays. On parle des chiffres de délinquance, on cherche toujours effectivement à inclure les délinquants dans ces chiffres pour dire qu'ils sont pourvoyeurs d'insécurité. Et d'autre part, ils menacent les valeurs culturelles. D'après ce qu'on dit, ce sont des pays chrétiens et qui voient à travers les migrants des gens qui arrivent avec des religions étrangères pour perturber finalement leur manière d'être, leur manière de vivre. On est là en face finalement de ce qu'on appelle autrement un choc de culture, c'est-à-dire la peur de l'élément étranger, et de l'autre côté, un choc de civilisation tel que défini par Samuel Huntington, qui disait les conflits à venir ne seront plus des conflits physiques, militaires, comme on a pu le connaître de manière traditionnelle, mais ce sont des conflits qui vont opposer des gens avec des idéologies différentes, et donc finalement on le voit aujourd'hui, il y a un conflit de valeurs entre le monde occidental et les peuples du Sud qui cherchent refuge en Europe. Il faut rappeler, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que les gens du Sud ne cherchent pas refuge en Europe par hasard, c'est la conséquence d'un processus d'exploitation du Nord vis-à-vis du Sud qui est en train d'aujourd'hui rejeter toutes ces conséquences sur le Nord qui a pendant longtemps exploité. Monsieur Badis Khanissa, vous venez d'écouter ce que vient de dire Monsieur Prince Koya. Je ne sais pas si vous souhaitez d'abord faire un commentaire, parce que je vous sens un petit peu désireux de faire un commentaire. Sinon, je vous pose ma question, parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un juste retour
de manivelle vers ces pays qui ont longtemps justement semé le chaos et le désordre dans les pays d'origine généralement de ces migrants. Et il n'y a pas que des Arabes ou des musulmans. Donc ça vient un petit peu de plusieurs pays et de plusieurs destinations. Si généralement c'est ce genre de prétexte qui est évoqué. En fait, c'est le cliché un peu. Non, je pense qu'on est en train de vivre effectivement les conséquences, je dirais, subsidiaires de ce nouvel ordre mondial qui a émergé et qui a été accéléré par plusieurs crises multidimensionnelles et qu'aujourd'hui, effectivement, l'Occident vit ce retour de bâton quelque part, puisque effectivement, c'est lui qui a, par le passé, je dirais, s'est ingéré, a même bridé le développement de certains pays au profit d'autres, notamment occidentaux. Donc effectivement, il y a de cela, mais aussi il y a cette, je dirais, cette perception, ce prisme de lecture de l'Occident versus les autres pays, on va dire, de pourvoyeurs de flux migratoires, à savoir, moi j'irai plus loin, aujourd'hui, certains pays considèrent que ce flux migratoire, je dirais, alimente cette guerre civilisationnelle dans laquelle les origines judéo-chrétiennes de l'Europe sont menacées. J'ai évoqué tout à l'heure effectivement l'aspect sécuritaire et la menace, la grande menace perçue par ces flux migratoires, mais en même temps, l'histoire dément ces aspects, puisqu'on sait très bien que l'Europe s'est faite grâce à ces flux migratoires, la France s'est faite grâce à ces flux migratoires. On voit en même temps que le Canada, 2023, cherche plus de 500 000 effectivement migrants, en tout cas ce qu'ils appellent l'immigration choisie, pour pouvoir effectivement travailler, accomplir des missions que peut-être les autochtones ne voudraient pas. Mais encore une fois, je dirais cette complémentarité est inscrite, je dirais, dans un aspect ad vitam aeternam dans lequel l'Europe et l'Occident a besoin de ce flux migratoire. Maintenant, je pense qu'effectivement, au vu de ces crises et au vu surtout de cette propagande, puisque l'immigration est souvent ce thème refuge, ce thème populiste pour du braconnage électoral et notamment les pays, enfin les partis d'extrême droite qui aujourd'hui ont atteint la gouvernance et les gouvernements sur cette base-là, en tout cas sur cette idéologie-là. Ce qui va pousser effectivement d'autres pays comme la France, comme d'autres pays, la Hollande, l'Angleterre, à peut-être s'aligner, et c'est ça ce qui est regrettable, s'aligner sur une politique migratoire beaucoup plus défensive, alors qu'elle devrait être, comme j'expliquais tout à l'heure, dans une espèce d'altruisme constructif avec les pays pourvoyeurs pour qu'on puisse effectivement aller à la source et peut-être rétablir une injustice, cette injustice de droit à l'équité, à la justice du développement territorial à travers le monde. Alors bien sûr, les pays ou les 27 de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour justement examiner le dossier de près, surtout après la discorde entre la France et l'Italie à la suite de l'Ocean Viking aujourd'hui. Et bien sûr, il y a eu des mesures, 20 mesures, des plans d'action, parmi lesquels se trouve le droit, par exemple, de la demande d'asile, où dorénavant, les migrants ou ceux qui souhaiteraient peut-être quitter leur pays doivent formuler la demande au niveau de l'ambassade du pays vers lequel ils voudraient justement trouver asile. C'est un peu invraisemblable, sachant pertinemment que ces gens qui sont généralement ces migrants qui prennent le bateau et les bateaux de fortune ne formulent pas ce genre de demande parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça sera refusé et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation. Alors, je disais, en marge de ce sommet ou juste à côté, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, Filippo Grandi, justement, avait appelé à ce que, ou avait appelé les membres de l'Union européenne à veiller sur la sécurité des migrants en Méditerranée et surtout à préserver leur dignité. C'est très important cet aspect, n'est-ce pas, M. Koya? Bien sûr, c'est très important. Le droit international protège les réfugiés, le droit international garantit leurs droits fondamentaux. Donc effectivement, ça reste le droit universel et régi par un principe fondamental, celui de l'humanité et du respect de la dignité de l'être humain. Donc rien que ce droit fondamental doit obliger finalement ces pays-là, notamment dans les eaux territoriales desquelles se trouvent les bateaux de migrants, entre guillemets, oblige donc ces pays-là à apporter secours, à apporter assistance, parce que autrement, effectivement, on serait dans des cas de non-assistance en personne en danger et mise en danger. Donc,
mise en danger Oui, de la vie. il nous reste 30 secondes, monsieur Prince Donc, Koya. c'est tout à fait normal. Et puis, comme je le dis encore, l'Europe doit beaucoup aux pays d'Afrique et d'Asie, d'où viennent les migrants. Je pense que c'est plus qu'un retour de bâton, c'est au moins Merci. une reconnaissance symbolique devant l'histoire d'accueillir les migrants et surtout d'arrêter de déstabiliser ces pays et de coopérer de manière sincère, pas seulement en pourvoyant de l'aide au développement, mais de coopérer de manière sincère à l'érection d'États souverains dans les pays d'origine. Merci beaucoup, monsieur Prince Koya. Merci également à monsieur Badis Khanissa, expert en questions internationales, mais également président de Think Tank Émergence. Monsieur Prince Koya, qui est donc docteur et chercheur en sciences politiques. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Merci de suivre également nos programmes. Au revoir, on se retrouvera le week-end prochain pour de nouveaux numéros.